Le fait que l'Algérie soit française, pour moi, c'était pas de la politique, c'était un fait. Le drapeau français flottait en Algérie, il devait y rester, point. Je ne rejoindrai pas ma nouvelle affectation. Après 21 mois de service, dont 15 passés dans les Aurès, je me mets aujourd'hui à la disposition de l'armée secrète. J'assume moralement la responsabilité de tout ce qu'a fait l'OAS en Algérie pendant son existence. Que ce soit bien clair. Je ne veux plus rester avec une armée pareille. Cet officier qui attachait des poignets avec du fil de fer barbelé, les SS faisaient ça aussi. Je voulais pas qu'il meure, ce petit gars, 19 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il voulait que son pays soit libre. Je n'ai pas déserté, je n'ai pas trahi, je me suis rallié à une cause qui me semblait juste. Déserteur, celui qui abandonne les siens, qui change de camp. Un mot brutal, une idée violente. Voici l'histoire de deux d'entre eux, opposés et pourtant si proches. Depuis 1830, l'Algérie, c'est la France. C'est le fleuron de notre empire colonial. Jusqu'en 1954, deux communautés semblent cohabiter paisiblement. 1 million d'Européens de souche et 9 millions de musulmans qui ne jouent aucun rôle, qui ne sont que des ombres. Cette carte postale paisible va bientôt se déchirer. L'heure des combats va sonner, ce sera le moment des choix cruciaux qui mettent en jeu toute une vie. Je vivais au Maroc, je suis pied noir donc du Maroc, et ma famille a un lourd passé colonialiste, puisque mes deux grands-pères ont fait la conquête du Maroc avec les troupes de Lyautey en 1912 et se sont établis au Maroc. Et ma grand-mère paternelle, elle, venait d'Algérie, où ses ancêtres s'étaient établis à Oran avant même qu'Abdelkader ne fasse sa reddition. Donc, fait partie des plus anciennes familles pieds noirs d'Afrique du Nord. Vu de France, on était des colons parce qu'on avait une domestique. On ne roulait pas sur l'or, les Marocains étaient encore plus pauvres que nous. Pour nous, c'était l'ordre naturel des choses. Les Français tenaient le haut du panier, les Marocains travaillaient pour eux. Nous étions des provinciaux un peu plus éloignés que, que ne le sont les provinciaux de Paris, c'est tout. Première génération du feu, c'est mon arrière-grand-père, Louis-Jules Técourt, qui était volontaire pour la guerre de 70. Deuxième génération, c'est mon grand-père Gédéon, qui était volontaire donc, pour la guerre de 14. Troisième génération, mon oncle, Martial, a fait du Tchad au Rhin avec les troupes de Leclerc. Et je suis la quatrième génération du feu avec la guerre d'Algérie. Je suis ce qu'on peut appeler un enfant de la guerre. J'étais tout jeune, j'avais 9 ans à peu près, quand j'ai voulu rejoindre la résistance. Je m'étais caché dans la camionnette. Le patron, c'était le commandant Soleil, très connu à ce moment-là dans la région. Et je lui disais, mais je m'occuperai du courrier, je serai courrier. Les Allemands ne feront pas attention, un petit garçon. Bon, il ne voulait rien entendre. J'étais très jeune quand j'ai vu les premiers morts français, allemands. Je pensais que voir un Allemand mort, ça me ferait plaisir. Mais non, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est un vieil Allemand, pas un méchant gars. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Au contraire, ce n'est que le début d'une guerre qui, en 8 ans, mobilisera 1,5 million de jeunes Français. À partir de 1955, l'armée française sait qu'on a à faire face à une insurrection généralisée. Donc, il réclame des renforts à corps et à cri. Et cela va aboutir en août 1955 à des premières mesures de rappel et de maintien sous les drapeaux. J'ai été rappelé en mai 1956 et comme les autres rappelés, pour être envoyé en Algérie, où là, une guerre venait de commencer. Par goût du défi, Noël choisit les parachutistes. Tant qu'être soldat, je voulais être un vrai. Peut-être le plaisir d'avoir peur.
J'avais envie de sauter. Je voulais savoir. Mon père était un ancien résistant. Prisonnier en Allemagne, il s'était évadé, il avait rejoint la résistance. Et là, finalement, on nous envoyait nous battre contre des gens qui, comme mon père et mes oncles, pas longtemps avant, s'étaient battus pour libérer leur pays. Quand j'ai pris le train pour aller à Mont-de-Marsan, où il y avait le camp des parachutistes que je devais rejoindre avant d'être envoyé en Algérie. Et là, mon père m'a accompagné à la gare. Quand le train commençait à rouler, mon père a sauté sur le marchepied et il m'embrassait en me disant « Ne deviens pas un boche ». Il est redescendu du marchepied et un peu après, il s'est mis à courir pour m'embrasser encore une fois et en me disant « J'aurais pas dû te dire ça, je sais bien que toi tu seras jamais un boche ». C'est en 1954, la veille de mes 15 ans, je suivais dans la vigie marocaine l'évolution de la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, avec les positions qui tombaient, que Bijard reprenait, enfin. Et le jour où Dien Bien Phu est tombé, j'ai pleuré. Ça m'a atteint personnellement. La France, son empire, je me sentais concerné. Le fait que l'Algérie soit française, pour moi, c'était pas de la politique, c'était un fait. Le drapeau français flottait en Algérie, il devait y rester, point. On avait déjà dû l'amener en Indochine, il n'était pas question de continuer. Après 3 ans d'hésitation, la France se dote d'un chef ferme, le général de Gaulle. Son arrivée rassure pieds noirs et militaires. Mais 58, c'est pas seulement des pieds noirs qui ont jeté des papiers du gouvernement général. Les femmes musulmanes de la Casbah sont venues en faisant des you-you, en agitant des drapeaux français. Il y avait un immense espoir côté algérien. Le FLN se terrait à l'intérieur, n'a plus fait parler de lui pendant des semaines. Tout pouvait basculer. J'ai commencé à être tenté assez tôt, enfin en tout cas dès octobre, c'était donc octobre 59, me dire il faut que j'y aille. C'est un choix viscéral. Il fallait que je sois avec eux, que je les aide et que je ne laisse pas faire ce qui était en train de se faire. Parce que juste après avoir résilié mon sursis en janvier, il y a donc eu les barricades à Alger avec Pierre Lagaillarde, la répression, et là De Gaulle a commencé à montrer son vrai visage, à savoir qu'il n'était pas du tout pour les partisans de l'Algérie française. Et ma seule trouille, c'était d'arriver trop tard. J'étais pessimiste, mais je ne voulais pas le savoir. Je voulais m'accrocher à l'espoir que les paras et les pieds noirs finiraient par obtenir que l'Algérie reste française. Je voulais y croire. Passant aux actes, l'étudiant en anglais René Técourt rejoint comme sous-lieutenant un des meilleurs régiments de parachutistes. Mon régiment, le 18e RCP, lui, était troupe de réserve générale et a toujours combattu sur le terrain dans les Aurès. Et là, j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais. Un régiment opérationnel, très discipliné, très motivé. Ah, c'était pour moi une très belle expérience. On revenait de Batna, je ne sais plus ce qu'on était y faire, tout le régiment par camion. C'était de nuit, et ils ont allumé au fusil mitrailleur tout le convoi. Et il y a eu un tué et un blessé, c'était le capitaine qui était devant moi, qui a pris une balle dans le coude. J'ai vu la plaie de près, puisque j'ai donné les près. Mais c'est dégueulasse, c'était tout éclaté avec des esquilles d'os qui pointaient et des petites boulettes de graisse qui se formaient au milieu. À vomir! Si on vit ça au premier degré, je comprends qu'il y en a qui sont devenus fous. On arrivait près de Mechta, on est une vingtaine à peu près, et il y en a un qui s'est mis à crier « Attention, ça bouge là-bas, dans les buissons ». Et le capitaine dit au tireur d'élite « Tu as ma boîte de ration et je ne sais plus combien de francs si tu le descends ». Donc il n'avait pas vu, lui, que c'était un enfant. L'autre a tiré, et la petite chose a été de courir. Elle est morte pas tout à fait, pas tout de suite. Elle bougeait dans les bras de celui qui l'avait tué. Il est devenu fou.
Un jour, on me confie 2 prisonniers. Ils étaient attachés avec du fil de fer au poignet. Le fil de fer entrait dans la peau, le sang et les mouches dessus. À la main, je ne pouvais pas l'enlever, ça. Donc j'ai demandé à un de mes gars d'aller chercher une pince. Il est revenu, j'ai coupé le fil de fer. Et je me suis servi du morceau de tissu qu'il avait au-dessus de la tête, c'était très long, pour remplacer, pour faire un lien, mais au moins celui-là qui ferait pas mal. Arrive un capitaine, et quand il voit qu'il n'est plus attaché avec du fil de fer, mais avec du tissu, il se met à hurler quel est le con, le salaud qui a fait ça. Et il regardait autour de lui, alors je n'ai pas pu faire autrement que dire ben, c'est moi. Et c'est lui-même qui a rattaché avec du fil de fer et en serrant la pince. Le barbu, il y en avait un qui était barbu, on l'emmène à Tébessa. Mettez-le dans l'hélicoptère. Et peu après, j'entends l'hélicoptère qui revient. Ce qui m'étonne, parce qu'il pour aller à Tébessa et revenir, il fallait beaucoup plus de temps. Et là, il y a des gars qui descendent de cet hélicoptère. C'était un groupe spécial qui allait de bataillon en bataillon pour faire le sale travail. Voilà, c'était ça. Et j'ai dit, mais il est où le prisonnier? Ça ne te regarde pas. Il y avait un caporal africain qui venait d'arriver et qu'on m'avait donné comme adjoint. Et lui me dit, ils l'ont balancé. Là, je ne voulais pas le croire. Non, pas nous, pas les Français. Mais quand j'ai demandé au capitaine, et l'autre, là, le jeune, qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a rien à en faire. Demain, c'est de la corvée de bois. Exécution sommaire. Et moi, je ne voulais pas qu'il meure, ce petit gars, 19 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il voulait que son pays soit libre? Je n'en pouvais plus. Je ne voulais plus rester avec une armée pareille. Cet officier qui attachait des poignets avec du fil de fer barbelé me rappelait ce que mon oncle, déporté, m'avait déjà raconté, que les SS faisaient ça aussi. Donc j'en pouvais plus. Bon, je me suis calmé, je réfléchissais, il faut que je le fasse partir, mais tout seul, avec une balle dans le talon, il n'ira pas loin. Il faut que je parte avec lui. Et partir, pour moi, c'était comme pousser un cri. Par réalisme ou conviction, le général de Gaulle infléchit sa politique algérienne. Les tenants de l'Algérie française s'estiment trahis. Quand il a continué sa tournée après Alger, il est allé dans l'ouest de l'Algérie, il a crié « Vive l'Algérie française !» Donc là, ce n'était pas de l'autosuggestion de la part ni des Pieds Noirs ni de l'armée. On avait conscience qu'il y en avait marre de crapahuter, d'être vainqueur sur le terrain et d'entendre que De Gaulle voulait négocier avec les Fellaga pour donner l'indépendance à l'Algérie. Là, il y avait un divorce, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Alors pour les officiers plus anciens, il y avait les souvenirs de l'Indochine avec les gens qu'ils avaient abandonnés là-bas. Il y avait les engagements qui avaient été pris auprès de la population locale. Engagez-vous à nos côtés, la France restera. Et là, on était en train de plier bagages. Non, c'était pas supportable. Donc il fallait faire quelque chose. Quoi, maintenant, on ne savait pas trop. Le matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assuré le contrôle du territoire algéro-saharien ». Cette proclamation était signée du général Chal, démissionnaire depuis janvier. Une fièvre nouvelle s'emparait aussitôt d'une population qui souffre toujours de la plaie mal fermée de l'Algérie française. J'étais pas du tout au courant que nous participions à un putsch quand l'ordre a été donné à tout le régiment, à Philippeville, d'embarquer dans les camions. Et ce sont mes parachutistes, les parachutistes de ma section, qui en riant m'ont dit « Mon lieutenant, nous sommes des mutins ». C'est quoi cette histoire? Et tous les soldats à l'époque avaient des petits transistors avec eux et avaient entendu à la radio que l'armée avait pris le pouvoir à Alger et que de Paris, on avait décrété que les régiments étaient mutins. On a profité de la pause pour se réunir auprès de la jeep du capitaine et qui nous a annoncé qu'effectivement, le colonel avait décidé de mettre le régiment à la disposition des généraux Chal, Zeller, etc., Sall, et que nous allions faire un putsch. C'est comme ça que je l'ai appris. Des officiers aux derniers hommes de troupe, il n'y avait pas de problème. C'était ce qu'il fallait faire.
On a traversé toute l'Algérie. On passait à Alger, on a traversé Alger, on a continué jusqu'à Oran. Et arrivé à Oran, ben c'était fini. Partout, les troupes fidèles avaient repris le contrôle. Triomphante 4 jours, la conspiration se diluait d'un seul coup devant le refus à la fois de l'armée et de la nation. Les petits gars ont appris que c'était en train de s'effondrer et ils voulaient marcher sur Alger. Et le colonel a dû passer dans chaque compagnie pour dire moi, commandant de ce régiment, on ne tirera pas sur des Français. On est remonté dans les camions jusqu'à Alger, et là on a appris qu'on devait tous se rendre à Maison Carrée, ou je ne sais plus où. Enfin, c'est là qu'on a signé une lettre sur papier en tête du 18e RCP, d'ailleurs en disant un jour les meilleurs officiers de France furent réunis par le chef de l'État, et on a tous signé. Et je suis très fier. Il y a ma signature avec celle du commandant Benoît de Saint-Marc, avec celle du colonel Masselot, avec celle du colonel Bréchignac, etc. Ça fait partie des papiers importants que je souhaite conserver. Voilà. Et puis on a appris qu'on devait embarquer sur les Nord 2000 pour direction Paris, où on allait être mis aux arrêts de forteresse. Mais honnêtement, du fait qu'on avait été entré en rébellion ouverte, on s'attendait. Mon frère m'a écrit une lettre à l'époque en me disant, bon, vous, avec humour, vous allez être tous plus ou moins fusillés, plus ou moins dégradés, attendez-vous au pire. En fait, ça avait été une très bonne surprise. On avait été donc hébergés au fort de Nogent, fort de l'Est, à Nogent, et ça a été des vacances. Comparé à la vie dans les Djebel, pour nous, c'était des vacances. Après quelques mois de forteresse, comme les autres officiers putschistes, René Thécourt est affecté dans un autre régiment. Mais le cœur n'y est plus. Arrêt des hostilités, alors on n'avait plus le droit de tirer que si on nous tirait dessus. Interdiction de poursuivre le Fellaga. Bon, ben alors, ok, on s'est mis en roue libre, on était complètement écœurés. Mais j'avais commencé à entendre parler de cette organisation qui se structurait et qui avait décidé, elle, de ne pas arrêter le combat. Le putsch des généraux, avec la faillite de cette insurrection militaire, va jeter des militaires dans la clandestinité. Et certains, justement, vont rejoindre l'OAS, la sensibilité OAS, donc qui est composée à la fois de militaires et de civils. J'étais muté sur la frontière tunisienne, à Lacal. De ma poche, donc, je me suis payé un billet d'avion Batna-Alger pour m'accorder 2 ou 3 jours de permission. Et c'est là que j'ai retrouvé des amies, filles que je connaissais, dont deux sœurs jumelles qui étaient hôtesses de l'air à Air Algérie. Et leur mère m'a dit, mais comment, vous, officier parachutiste, vous n'allez pas partir en Tunisie? J'ai dit, mais pas partir, mais moi je ne connais personne, je ne sais pas comment faire. Et je vais vous présenter quelqu'un cet après-midi. Elle m'a amené chez le docteur Pérez. Et donc je l'ai vu, il m'a dit, mais alors est-ce que vous serez d'accord pour sauter le pas? J'ai dit, mais moi 100%, pas de problème. Il semble que l'OAS, comme la rébellion, soit actuellement dirigée par un comité national politico-militaire. Parmi les chefs civils, on cite le docteur Pérez, ancien bras droit d'Ortiz et brillant acquitté du... Le lieutenant Thécourt n'est pas venu me demander s'il devait déserter. Déserter, c'est-à-dire abandonner l'armée légale pour rejoindre l'armée réelle, qui était l'OAS, l'organisation armée secrète. Sa décision, elle était moralement, psychologiquement, elle était prise déjà. Mon colonel, appelé par ordre de monsieur le général commandant le corps d'armée de Constantine à l'honneur de servir sous vos ordres, je ne rejoindrai pas ma nouvelle affectation. Après 21 mois de service, dont 15 passés dans les Aurès, je me mets aujourd'hui à la disposition de l'armée secrète. Il est des circonstances où l'exécution du strict devoir professionnel ne suffit plus pour avoir la conscience tranquille, surtout quand ce devoir va à l'encontre des exigences de la conscience. Signé sous-lieutenant Thécourt. Il marchait mal parce qu'il avait cette balle dans le talon. Et ce prisonnier que j'emmenais avec moi pour le libérer, il s'appelait Nessir Mohamed Salah. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Si le colonel allait me tuer ou me libérer. Noël m'a proposé 3 fois de partir avec lui. La première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit non aussi. La troisième fois, j'ai dit d'accord. Il avait terriblement peur.
il claquait des dents parce qu'il pensait que j'allais l'exécuter. Alors, c'est un peu fou, mais j'ai pris le fusil et j'ai chargé, parce que je n'avais pas mis de cartouche dedans. J'ai chargé et je lui ai tendu. Il avait donc un fusil armé contre moi. Et ça suffit. Il a compris. Il a compris. Il s'est levé et s'est mis à marcher avec moi en direction de la montagne. Et on a marché, on a marché, on a marché. On a trouvé un corps écrasé, la tête complètement éclatée, le visage bouffé par les chacals. Alors, est-ce que c'était le barbu qu'ils ont jeté d'hélicoptère? Je ne peux pas le savoir, si c'était celui-là. Mais ce que je peux savoir, c'est que ça se faisait. Car ce corps-là ne pouvait tomber que de l'hélicoptère. Il n'y avait pas de montagne à côté, il n'y avait pas de... Non, ni d'arbres, ni rien du tout. Il ne pouvait être jeté que d'hélicoptère. J'étais blessé aux 2 pieds. Noël a découpé la couverture pour me faire un pansement. Pendant 3 jours, il m'a soutenu et j'ai bien pu marcher le 4e jour, grâce à la couverture. Parce que j'étais pieds nus, je n'avais pas de souliers. Je dois la vie à Noël. J'ai été sauvé grâce à Dieu et à lui aussi. J'ai marché un petit peu dans cette crevasse pour voir un peu les lieux. Et d'un seul coup, je me trouve nez à nez avec un soldat français. Quand il m'a vu, il s'est arrêté net. Il avait peur que je le tue, autant que moi, j'avais peur d'avoir à le tuer. Alors j'ai baissé mon arme, puis lui aussi, parce que lui, il avait compris qui j'étais. J'étais justement celui qu'il était en train de chercher. Puis je l'ai laissé reculer. Il reculait. Il me souriait, timidement comme ça, mais il me souriait. Je ne voulais pas le tuer. Donc je l'ai laissé partir. Un camion est revenu et ils sont montés dans ce camion. Ils sont tous partis. Il n'a donc rien dit aux autres. Quatrième, 5e jour de notre fuite, on n'avait plus rien, paumé, crevé. C'était des dunes. Et j'ai entendu le braiement d'un dromadaire. J'ai marché et finalement, du haut d'une dune, j'ai vu des tentes de bédouins. Et à ce moment-là, un avion arrive, mais presque en rase-motte. Il n'y avait qu'une chose à faire. Je me suis jeté sous leur tente, dans leur tente. Et là, ça a été incroyable, parce qu'ils m'ont relevé. Et il y avait une vieille femme, surtout, qui me faisait penser à ma grande tante, qui me serrait dans ses bras. Et il savait pourquoi, qui j'étais, etc. Le tam-tam bédouin, quoi. J'avais gardé cet écusson des paras sur mon béret. Elle le regardait, moi j'ai pensé, bon, ça a l'air de lui plaire, c'est comme un bijou, je l'ai enlevé. Et je lui ai donné, et elle se l'est accroché sur la poitrine. Ben, c'est ce qui l'a tué. Parce que des harkis sont passés, commandés par 2 sous-officiers français, et quand ils ont vu ce bijou, ils ont compris qu'on était passé par là. Ils ont tué toute la famille, sauf un petit garçon qui, lui, était parti avec un petit âne pour nous apporter de l'eau à Mohamed et à moi. Et quand il est revenu d'en haut de la dune, il a vu le massacre de toute sa famille. Et ce petit... il s'appelait Nourdine. Et c'est pour ça que moi, quand on m'a demandé comment tu veux t'appeler, j'ai dit Nourdine. À Alger, l'atmosphère est tendue, irrespirable. Les nouvelles les plus folles circulent, provoquant de brutales flambées de haine sur fond sonore de plastique. Alger, c'est devenu le royaume de la peur. Une fois le putsch raté, eh bien, il a fallu prendre des décisions. Fuir, se constituer prisonnier, aller faire quelques mois de prison à la santé
et reprendre une vie normale et oublier l'Algérie, ou bien se battre. Accepter la défaite sans jouer sa tête, ça me paraissait impensable. Je m'étais engagé pour être soldat dans les parachutistes parce que c'était des troupes d'élite, parce que je voulais que l'Algérie reste française. Les parachutistes, mon régiment avait été dissous, les autres régiments obéissaient à De Gaulle, et ben j'allais dans le régiment qui, lui, avait décidé de continuer le combat. C'était juste un changement d'affectation. Ce combat, l'OAS le mène autant contre le gouvernement et ses représentants que contre le FLN. La population européenne, en large majorité, soutient passionnément l'organisation clandestine, malgré son extrême violence. Técourt a dit « Banco, je suis de l'OAS ». Dans quelle hiérarchie allait-on remettre cet officier, sous-lieutenant, brillant intellectuel apparemment, donc qui était un théoricien parti de marché, qui n'était pas seulement un homme d'action, comme sa formation de parachutiste le laissait supposer. On m'a donné des papiers et on m'a attribué un secteur. Donc, j'étais donc sous les ordres du docteur Pérez, c'est-à-dire l'organisation du territoire par l'OAS. Et on m'avait nommé sur un secteur donc, qui était à l'est d'Alger. Là, j'avais un travail d'organisation à faire, de structurer le territoire qui m'avait été confié, créer des réseaux donc, de sympathisants, trouver des armes, assurer un financement pour l'organisation. Les fonds, ils venaient des hold-up que faisait l'OAS. Et là, c'était par coup d'une tonne d'or auprès de la Banque d'Alger. Il y avait eu 2 milliards aussi en billets, etc. Et alors, je me souviens, pour payer ils nous payaient une solde. J'avais une solde, la même solde que celle que j'avais comme officier parachutiste. Et je me souviens, ils nous donnaient c'était des billets neufs, parce qu'ils avaient été volés directement à la banque. Alors, on disait, non, mettez pas tous les billets neufs dans un truc, ça peut alerter. Portez-les d'abord dans vos chaussures, entre la chaussette et la chaussure. Je ne connaissais pas ce système. Et ça vieillit les billets. Une flambée d'attentats au plastique a fait des dégâts et des victimes, tandis que de rigoureuses mesures de sécurité sont maintenues et que 28 000 hommes des forces de l'ordre mènent une surveillance pour empêcher la recrudescence des attentats activistes. J'ai fait poser du plastique par les hommes de mon secteur. Des indicateurs du FLN, des collaborateurs de la police ou des gendarmes mobiles, etc. Et il y a eu des opérations, ce qu'on appelait des opérations ponctuelles. C'est-à-dire carrément abattre des gens qui étaient des éléments nuisibles. Ça oui, et j'étais absolument pour. Si j'avais été contacté pour monter un attentat contre le général de Gaulle, oui, 10 fois oui. Contre les responsables du désastre, là oui. Mais contre les sous-fifres, je crois que ça m'aurait posé des problèmes. Je ne sais pas, la question ne s'est pas posée. L'OAS a tué plusieurs milliers de personnes, donc au-delà de 5-6 000 personnes. Au départ, ce sont des personnes qui sont totalement très ciblées. L'une des premières, c'est un commissaire de police, Gavouri, des avocats, des personnalités libérales, le maire d'Évian, des personnes qui étaient, qui pouvaient agir d'une manière ou d'une autre en faveur de la négociation et de la paix et de l'indépendance algérienne. Il y a des aspects de l'organisation ou d'activité d'organisation que je n'aurais pas été, moi, je crois, capable d'effectuer. Mais en aucun cas, je ne voudrais apparaître comme quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai les mains propres, toutes les horreurs qui ont été faites par l'OAS, moi, je ne suis pas concerné ». J'assume moralement la responsabilité de tout ce qu'a fait l'OAS en Algérie pendant son existence. Que ce soit bien clair. On a fini par passer la frontière tunisienne à dos de dromadaire, qui nous avait été prêté par les Bédouins. On nous a emmenés dans une espèce de cabane. On a passé la nuit. Et j'étais réveillé le lendemain matin parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Ils attendaient que je me réveille. C'était la famille de Mohamed, dont sa mère, qui était venue là. Elle était tombée à genoux, ça me gênait, et elle n'arrêtait pas de m'embrasser les mains. Arrive une voiture de police tunisienne. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me mets à courir ou quoi? Et là, on me retient, on dit, non, 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 ils sont là pour nous aider. Et en effet, les policiers tunisiens nous ont fait entrer dans leur voiture et ils nous ont emmenés à RDF, où là, j'ai été comme un coq en pâte pendant longtemps, avant de monter à la montagne pour rejoindre la troupe de Taleb Larbi. En 1956, la frontière est encore très perméable. Les hommes du FLN la franchissent sans cesse pour mener leurs opérations. Les deux fuyards vont ainsi entrer très vite en contact avec un de ces groupes.
C'est fermé. C'est une vieille histoire, une belle histoire. C'est l'histoire du Français qui a déserté. Il était là, dans cette maison même. Nourdine était là, et il dormait là. Il mangeait là, et moi j'étais juste à côté. La Tunisie, tout juste indépendante, soutient le combat des Algériens. Favrolière est vu Ardeïev comme un héros. Il aide même les habitants à se débarrasser de pillards et gagne confiance et respect. Un des chefs locaux du FLN est très vite informé de la présence des deux hommes. Surpris, il décide de leur rendre visite. On l'appelait alors Ali Ben Béchir. Au début, je n'avais vraiment pas confiance en Mohamed Salah et Noël, parce que l'armée française avait déjà plusieurs fois essayé d'utiliser des gens pour infiltrer l'armée de libération dans la montagne. C'était normal d'être méfiant. J'ai désigné quelques personnes, des civils, pour les surveiller tous les deux, de loin, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais on a su que l'armée française recherchait un déserteur français dans les environs de Redeïev. Et là, du coup, on les a crus. Après plusieurs semaines, on est parti d'ici pour aller dans la montagne. Là-bas, on a retrouvé plusieurs groupes de moudjahid. On revenait ici de temps en temps pour se ravitailler. Ce qui n'était au départ qu'une révolte instinctive devient un engagement. Condamné à mort par la France, Noël Favrolière rejoint définitivement la rébellion algérienne. Où je serais allé? Je ne voyais pas d'autre endroit où aller. Nous avions nos grottes. Mais on bougeait beaucoup, parce qu'il y avait les mouchards, ces avions-là. Hein. Et une fois qu'on avait été survolé, il ne fallait surtout pas rester là. On marchait souvent toute la nuit. Je croyais que les paras, c'était des durs. Parce que quand tu es parachutiste, tu fais des marches d'endurance. Comparé à ce qu'on faisait, à ce que faisaient les Félagas, les paras, c'était des chochottes. Oh, toute la nuit on marchait. C'était devenu un ami. On l'aimait beaucoup. Mais aussi, on avait de la pitié pour lui. On savait que c'était un étranger et qu'il n'était pas habitué à nos conditions de vie très difficiles. On n'avait rien. On savait bien que dans l'armée française, ils vivaient bien mieux que nous, les moudjahid dans la montagne. C'était dur pour lui. Au début, il ne pouvait même pas manger notre nourriture. Il ne la supportait pas. Alors, quand j'envoyais l'agent de liaison chercher de la nourriture pour le groupe, je lui demandais à chaque fois de rapporter un petit gâteau, des biscuits secs pour Nourdine. C'était le seul luxe qu'il pouvait se permettre. Du coup, tout le monde donnait sa part à Nourdine. Je me sentais si bien avec eux. On était devenus frères. Les déserteurs donc s'engagent en partant et sans filet en quelque sorte. Et donc ils savent qu'ils s'engagent pour plusieurs années, sinon pour toute une vie. Il faut se remettre à la période au sein de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va advenir, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Les premiers temps, donc, j'étais hébergé chez l'habitant sur mon secteur. C'est-à-dire que je suis resté une semaine à Ménerville, donc chez un commerçant qui était le patron du secteur de Ménerville. Puis ensuite chez un colon. Et ensuite, l'organisation a développé ses moyens. D'abord, on m'a donné une voiture. Je me souviens, c'était une Dauphine, puisque j'avais faux papier, il y avait la carte d'identité et le permis de conduire. Et puis, on m'avait d'abord trouvé un appartement sur Alger. Et ça faisait partie de mes inquiétudes. Tous ces trajets sur la route avec mes faux papiers. Il y avait une trouille latente, mais il y a une fois où là, ça a été la vraie. Je rentrais de Ménerville, la route faisait un espèce de grand virage.
Et en sortant du virage, je me suis trouvé bloqué. Il y avait des, on appelle ça des chevaux de herse, je crois, enfin des trucs qui se déplient avec des pointes, encadrés avec 2 half-tracks et les 12-7 braqués vers la voiture. 2 gardes mobiles qui sont venus, monsieur, vos papiers. Et là, j'avais en plus des armes, non pas dans le coffre de la Dauphine, j'avais fait une cache à l'intérieur de la Dauphine, entre le moteur et le siège arrière, et là, il y avait des armes que j'avais récoltées. Donc, j'étais vraiment en très mauvaise position. Et, vos papiers, monsieur, il les prend, et puis je le vois partir et interroger Alger par radio. J'étais liquéfié, là, il n'y a pas d'autre mot. Et puis le gars est revenu avec son air aimable, là, une grosse face rougeaude. Là. C'est bon, vous pouvez y aller. J'ai repris le volant, ils ont enlevé le cheval de frise, je suis passé. Ouah. À Alger, des coups sérieux ont été portés à l'OAS grâce à l'activité des forces de l'ordre et au bouclage éclair de certains quartiers. Un émetteur clandestin a été récupéré et un commando de tueurs arrêté. La plupart des amis que j'ai eus qui ont été pris étaient tous condamnés pour 10, 15, 20 ans, etc. et en ont fait 8 ans avant l'amnistie. J'ai vécu ces 6 mois-là avec la peur au ventre. Bon, autant j'étais à l'aise dans ma peau d'officier parachutiste, j'y ai connu la peur, parce que je ne crois pas qu'un être humain normal, quand on lui tire dessus et qu'il ne sait pas d'où ça vient, garde le sourire aux lèvres et la fleur au fusil. Bon, c'est atroce. Enfin, pour moi, c'était vraiment très violent. Cette sensation d'avoir un caillou sur l'estomac, de se demander, mais qu'est-ce que tu fous là? Plus la peur a été forte, j'ai l'impression que plus ça donne d'adrénaline. Et là, alors, on est prêt à monter au feu. J'ai ordonné l'assaut, j'ai participé à des assauts. Dans ces cas-là, même face à une mitrailleuse, on monte à l'assaut. Tandis que là, dans toute cette période de clandestinité, c'était une peur sourde, permanente. J'étais avec des faux papiers, je pouvais me faire repérer. Il y avait à la fois les félouses, mais il y avait aussi les forces de l'ordre légales, les gardes mobiles, et il y avait les barbouzes que nous avait envoyés De Gaulle, qui avaient carte blanche pour enlever, torturer, éliminer et faire disparaître les corps des militants OAS qu'ils trouvaient. Ce que les barbouzes ne savaient pas, ils s'imaginaient, oui, Alger est une grande ville, donc on passera inaperçu, on va louer une maison et être discret. Tu parles, 2 semaines après, tout le monde savait qu'il y avait des activités louches dans ces trucs-là, et ils se sont tous fait dégommer. Entre autres, il y avait une énorme villa où ils avaient des prisonniers OAS au sous-sol qu'ils avaient torturés, et voulant éditer des tracts, mais ils ne pouvaient pas s'adresser effectivement aux imprimeurs d'Alger. Ils avaient commandé une énorme imprimerie offset en France, une énorme caisse de 2 mètres cubes, je crois, qui pesait 300 kilos. Et quand la caisse est arrivée, bien sûr, ça a été signalé à l'organisation, qui l'a prise et qui a remplacé l'imprimerie offset par 300 kilos de TNT. Quand ils ont soulevé le couvercle de leur belle imprimante, la maison a sauté. Ça a tué, je crois, 10 à 15 barbouzes, brûlé la maison, et coup de peau, épargné les 3 ou 4, je crois, prisonniers OAS qui étaient enchaînés au sous-sol et qui ont survécu, et qu'on a libérés à ce moment-là. Et qui ont raconté les tortures qu'ils avaient subies. Pour moi, Noël, enfin Nourdine, est toujours dans ma tête, dans mes souvenirs. Toujours, depuis 1957. Il était déjà dans mon esprit avant même que je le rencontre, avant. C'est beaucoup de souvenirs. On avait vraiment une vie difficile. On n'avait pas toujours de quoi se nourrir. Au début, on marchait même les pieds nus. C'était dur. Mais il y avait une telle amitié entre nous. C'était des temps difficiles. Mais on était tellement solidaires et vraiment unis. On luttait pour notre cause. Du coup, j'aurais aimé que la guerre dure encore 10 ans. Ce qui m'a le plus étonné quand je suis arrivé chez eux, c'est de voir à quel point ces gens-là aimaient la France. Et quand quelqu'un qui ne me connaissait pas encore posait des questions, t'es communiste, t'es ceci, t'es cela, et les autres se mettaient en colère en disant « Mais non, s'il est là, c'est parce que lui, c'est un vrai Français. » Ils étaient tous d'accord. Moi, je me grattais la tête. J'ai pas tiré sur les Français. J'ai pas tiré. J'ai tiré en l'air pour prévenir, pour éviter un choc entre des Algériens qui descendaient et des Français qui s'infiltraient. Et
Ils ne savaient pas, ni d'un côté ni de l'autre, qu'ils allaient, et en tirant, les Français se sont mis à tirer, et à ce moment-là, tout le monde a compris, attention, et il ne s'est rien passé. Chacun est reparti à reculons. C'est la seule fois où j'ai tiré. Finalement, c'était pour sauver du monde. J'ai été témoin d'une exécution. Un traître qui était responsable de la mort de combattants. Je l'ai vu presque en ombre chinoise, je pourrais dire. Et je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Et je pensais qu'ils allaient lui tirer une balle. Et pas du tout. C'est au couteau, en sciant la nuque, d'un coup. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Je suis parti, j'ai déserté, justement pour ne plus participer à ce genre de choses. J'arrive chez les combattants algériens, et paf, je suis en plein dedans. Ça recommence. Une nouvelle vague de violence secoue Alger et à Oran souffle un vent de folie criminelle. Attentats FLN et fausses rumeurs sont pour de jeunes garçons prétexte à une chasse à l'arabe mobilisant en 1000 endroits les forces de l'ordre. On n'était pas obligé d'assumer la défaite. Et on a voulu présenter une addition. Il y a eu des attentats terroristes, des attentats pour faire peur, pour que la population musulmane reste repliée sur elle-même, sans soins, sans médecins, sans travail. C'était la séparation des collectivités, des deux collectivités, parce qu'il fallait assurer la survie de notre collectivité pied-noir. On ne pouvait plus se promener, on ne pouvait plus vivre. Et pour vivre, il fallait que la masse musulmane ne soit pas là, parce que dans la masse musulmane, il y avait le FLN. La masse musulmane n'était pas FLN, mais sans elle, le FLN ne pouvait pas évoluer. Le terrorisme, c'est l'horreur. C'est l'arme du désespoir. C'est l'arme du désespoir pour provoquer une réaction, provoquer quelque chose. L'action de l'OAS devient alors de plus en plus radicale. Ces commandos abattent dans la rue des femmes de ménage, des facteurs, de simples passants musulmans au hasard. Les derniers mois, les dernières semaines en Algérie, c'était de la folie. Il y a une folie meurtrière qui s'est emparée des trois camps, des Fellaga, de l'OAS et des forces gouvernementales. On tuait dans les rues d'Alger, ça passe en page 3 ou 4, 50 morts, 60 morts, 70 morts en une journée sur Alger. À Oran, les Fellaga, alors qu'ils avaient obtenu l'indépendance, qui sont descendus en ville, qui ont ramassé 200 à 300, des civils, hommes, femmes, enfants, qui ont disparu, on ne les a jamais revus. La mise à sac de Bab el-Oued, qui avait été bouclée, bien, qui cherche des armes, bien, mais tout fracassé, cassé. Une petite fille de 10 ans qui a pris une balle dans la tête par les gardes mobiles, quel danger elle présentait. Alors on a fait en France, et à juste titre peut-être, la France a été émue, c'est cet attentat imbécile de l'OAS contre le domicile de Malraux, qui a coûté la vue de la fille de la gardienne, cette petite Delphine Renard. Rien ne justifie de blesser un enfant, aucune théorie, aucune mission, aucune... C'était lamentable. Mais cette petite fille de 10 ans, abattue par les gardes mobiles à Alger, elle n'a pas fait couler une larme, elle n'a pas eu droit à une seule ligne dans la presse française. Alors je ne sais pas de dire qu'on était les bons, ils étaient les méchants. Je dis, tout le monde était devenu fou. Tout le monde tirait sur tout le monde, il y avait des cadavres tous les jours dans les rues d'Alger, cadavres abattus, des gamines de 10 ans l'enjambaient et continuaient à faire leurs courses. Plus personne ne s'en émouvait. C'était une période de folie. Alors quand vous me dites, oui, maintenant, que pensez-vous de... Je pense rien du tout. C'était de la folie et à la fin, j'étais soulagé que ce soit fini. C'est tout. Après 10 mois de vie dans le Djebel, le destin de Favrolière bascule encore. Un chef important, Amirouche, l'a pris sous son aile et l'envoie à Tunis pour y faire de la représentation. C'est un journaliste français de France Presse, quelque chose comme ça, je ne sais plus, qui a dit, qui a raconté mon histoire au consul général américain à Tunis. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit que j'avais ma sœur aux États-Unis, mariée là-bas. Et il a dit, bah, si vous voulez,
si vous voulez, moi je peux vous envoyer là-bas. À New York, Favrelière est d'abord membre officiel de la délégation algérienne à l'ONU. Puis, pour survivre, il devient laveur de carreaux, baby-sitter, dessinateur, et sort son livre « Le désert à l'aube », rapidement interdit en France. Mais les services américains le surveillent de près et le convoquent souvent. D'abord, il me demandait si j'étais communiste, si je l'avais été, si j'en connaissais. Ou alors, des questions stupides en me demandant pourquoi Mohamed Yazid a épousé une Américaine. Et moi, j'ai répondu, mais parce qu'ils en étaient amoureux. Ça les énervait, ce genre de truc. Et un jour, ils disent, écoutez, ça ne va pas. On est obligé de vous passer au détecteur de mensonges. Et là, moi, je dis, mais vous n'en avez pas le droit. Vous êtes condamné à mort dans votre pays. Et ils seraient très contents de vous revoir. On peut vous expédier là-bas. J'ai dit, bon, allez, amenez-le votre truc, et puis qu'on en finisse. Le détecteur ne donne rien, bien sûr. Et après une agression au couteau par des Français, Favrelière va voir d'autres services officiels. Et là, surprise. Il dit, mais vous aviez affaire à la CIA. Nous aussi. C'est le FBI. Et s'il y a un problème avec vous, du moment que vous êtes en notre pays maintenant, c'est nous que ça regarde, pas eux. Donc, si vous appelez une prochaine fois, surtout, vous nous prévenez. Ce qui fait que j'ai été protégé de la CIA par le FBI. Absolument. Que mes anciens camarades me pardonnent, mais je crois que la passion politique, c'est un pas, sur le plan psychologique, c'est un pas dangereux. On quitte un peu le bon sens. La cause devient le but unique qui phagocyte tous les autres. Et les éléments modérateurs, le bon sens, l'humanité, les droits de l'homme, les libertés, ils passent au second plan. Et on se met cette idée folle en tête que la fin justifie les moyens. C'est fini. L'Algérie est indépendante. Les derniers commandos OAS quittent Alger clandestinement, surtout vers l'Espagne. Técourt est parmi eux. J'avais payé cher, je tournais la page. C'était fini. Maintenant, j'ai essayé de vivre ma vie. Contrairement à beaucoup d'autres anciens, Técourt n'a aucune activité politique ou nostalgique en Espagne. Il veut tout oublier. Il gagne sa vie comme figurant dans des films historiques. Il tourne des publicités, devient mannequin. Cette vie dure 2 ans. C'était en début d'année, donc 64, vers le mois de mars à peu près. Les contacts donc, que j'avais gardés avec d'anciens commandos Delta sur Madrid m'ont dit, tiens, il y a possibilité de se faire amnistier. Roger Frey, le ministre de l'Intérieur de l'époque, est prêt à amnistier tous ceux à qui on n'a pas à reprocher de crimes de sang personnellement. Rendez-vous tel jour, telle heure. Bon, ok, on y va. Et on est arrivé le lendemain matin à Paris. Et là, on nous a amenés en voiture directement au ministère de l'Intérieur. Là, on nous a signifié, donc on m'a remis un papier disant que, suite à l'instruction qui était menée contre nous, rien ne s'opposait à notre mise en liberté provisoire. Bon, alors j'ai gardé ça. C'est daté du 22 avril, l'anniversaire du putsch. Et puis on dit, bon, ben maintenant, alors vous avez vos photos d'identité? On a dit oui. Alors on va à l'île de la Cité. On est allé à la préfecture. Et devant nous, alors vous vous appelez, alors Técourt, T-E-C-U-R-T, prénom René, né le, A, taille, poum, 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 voilà votre carte d'identité. Poum, 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 voilà votre passeport. Et puis la suite, ben, vous êtes libre. Amnistie. Je suis revenu en 64, mais de façon clandestine, en France, invité par le comité Maurice Audin, sous la houlette de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et de quelques autres. On m'a présenté, j'ai été interviewé, j'ai même pu avoir une exposition, même 2. J'étais toujours condamné à mort, bien que la guerre soit terminée. Les prisons s'ouvraient après l'indépendance et on laissait sortir des gens de l'OAS, etc. Mais les gens comme moi, non.
Donc, ma mère, sous le conseil d'un ami, professeur à la Sorbonne, a écrit à Madame de Gaulle. Madame, c'est parce que je suis une femme et une mère de famille que je prends la liberté de m'adresser à vous. Plutôt que de devenir criminel de guerre, Noël a désobéi à ses chefs qui n'étaient finalement, comme le général de Gaulle l'a dit, que des enfants perdus. Le tribunal militaire l'a condamné à mort le 29 mai 1958. Les années passent. Notre fils a maintenant 31 ans et il est obligé d'attendre en dehors que son pays veuille bien de lui. C'est douloureux et aussi profondément injuste, car il a agi en homme d'honneur et en patriote. La situation est telle que seul le président peut mettre fin à ce drame, rendre un fils à la France et ramener la paix dans le cœur d'une mère. Et 2 jours après, la réponse vient, c'était Madame de Gaulle, faites dire à Madame Favrolière que le général a lu la lettre et qui s'occupe de ce problème qui sera réglé très vite. Et je suis arrivé le lendemain à Paris. Et on m'a emmené alors, sans problème, à la caserne de Reuilly. Le commandant s'est livré à un interrogatoire, mais c'était pas méchant du tout. Il n'y a qu'une chose, à un moment, il dit, bon, vous êtes parti avec les armes, mais qu'avez-vous fait de ces armes? Et j'ai dit, oh mais, mon commandant, moi je les ai enterrés dans le sable. Ah bon, écrivez, parce qu'il avait quelqu'un là qui dictait tout. Et j'ai compris que finalement ma réponse le soulageait. Ça simplifiait tout. Alors il me donne un papier qui dit que tout est nul et non avenu en ce qui me concerne. Ça fait de moi un petit mouton tout blanc comme au sortir du ventre de sa mère. Parmi ceux qui étaient avec moi, j'en ai revu, bien après, une fois que tout était fini, à Paris. Et j'en ai rencontré un, on a parlé des anciens, et je lui ai dit, j'aimerais bien les revoir, mais eux, ils ne veulent pas te revoir, parce qu'ils ont honte. Toi, tu agis, eux, ils ne l'ont pas fait. Je n'ai pas déserté, je n'ai pas trahi, je me suis rallié à une cause qui me semblait juste. Il y a des gens qui n'ont pas compris, etc. Je crois tout simplement qu'on n'avait pas la même France. La mienne, celle de la lumière. Il faut essayer de mettre en harmonie mes convictions et ce que je fais. Avec un danger, mes convictions, elles viennent d'où? Qui me les a mises dans la tête? J'oublie pas la phrase de Nietzsche. Les plus grands ennemis de la vérité, ce ne sont pas nos mensonges, ce sont nos certitudes.